Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, souvenez-vous que nous avions, dans un premier temps, traité de l'Équateur avant García Moreno. Nous avions vu le pays, l'Équateur, l'Espagne en Amérique, le régalisme et le régicide, le fameux Bolivar, la tyrannie révolutionnaire et un libérateur, point d'interrogation. Ensuite, nous avions abordé la vie de García Moreno, proprement dite, ses premières années, et puis l'étudiant. Maintenant, nous continuons, ou plutôt nous commençons à connaître García Moreno comme étudiant. Nous avions terminé sur les premières années. Alors, l'étudiant, c'est 1836-1840. L'âme de García Moreno avait un désir insatiable de savoir. Et il va s'y livrer avec tout l'élan de ses puissantes facultés et surtout un courage à toute épreuve. Avant d'aborder les études philosophiques, il fut décidé qu'il compléterait ses humanités avec le docte Bonaventura Proano. Et il prit rapidement la tête de ses condisciples, moyennant une parfaite régularité, une grande ardeur au travail et une grande fermeté de caractère. Il lui fut alors confié d'ailleurs la surveillance des transitos. Les transitos, ce sont les galeries dans lesquelles les élèves se promènent silencieusement en préparant leurs leçons avant l'heure des classes. Donc il est chargé de la surveillance des transitos, puisque c'est un lieu où on doit respecter le silence, et par sa tenue sévère, un ton d'autorité, un regard d'aigle, il va acquérir sur ses camarades un tel ascendant qu'il prévenait toutes ou presque les infractions au règlement. Dans l'exercice de cette charge, il va étonner par sa prodigieuse mémoire. Il faisait ainsi chaque jour, matin et soir, et sans consulter son registre, l'appel nominal par ordre alphabétique de ses 300 élèves placés sous son inspection. Donc ainsi va se passer cette première année d'études, excellente en tout point pour Gabriel, gagnant l'estime de ses maîtres, et même, malgré son inflexible rigidité, l'amitié de ses camarades. Et il va se lier, d'ailleurs, bientôt, d'une manière intime, avec plusieurs d'entre eux, dont les familles occupaient un rang distingué dans la capitale. Le 1er septembre 1837, il rentre au collège San Fernando pour y étudier la philosophie, les mathématiques, les sciences naturelles, et ce, durant 3 ans. L'université de Quito jouissait en Amérique du Sud d'une grande célébrité, surtout par son attachement aux doctrines thomistes. Il eut donc à déplorer qu'une fois émancipée de l'Espagne, l'Amérique crut devoir s'émanciper de l'Église, de son enseignement, et ainsi l'ange de l'école à Quito ne fut plus saint Thomas, mais Descartes. Et il fut aussi demandé à grands cris la sécularisation, la laïcisation de l'université, fruit de cette émancipation de l'Espagne. Toutes les facultés, excepté la théologie, furent alors confiées à des laïcs imbus des nouvelles doctrines, lettres, sciences,
droit, médecine, etc. Et Garcia Moreno va échapper à ce danger sécularisateur. À cause de l'éminente supériorité dont il avait fait preuve durant ses humanités, le gouvernement lui octroie des bourses. Et il faut ici noter, durant sa première année de philosophie, un progrès très sensible dans la piété. On le voyait assister aux offices, aux exercices religieux, avec plus d'assiduité, plus de ferveur, s'approchant chaque semaine des sacrements, prenant à cœur tout ce qui pouvait contribuer au service de Dieu, à la gloire de l'Église, et son esprit, à ce moment-là, va être envahi par l'idée que Dieu l'appelait peut-être à l'état ecclésiastique. Et il s'en ouvrit un jour à Monseigneur Garaycoa, évêque de Guayaquil, et connaissant sa famille, connaissant ses antécédents, l'évêque l'encouragea dans ce qu'il croyait être sa vocation. Mais il lui conseilla même d'entrer immédiatement dans la cléricature. Et c'est ainsi qu'il reçut la tonsure, les ordres mineurs, et ce grand fait religieux domina sa première année de philosophie, marquée d'ailleurs par les plus brillants succès. Son frère aîné, qui était curé de Montecristi, dans le diocèse de Guayaquil, son frère aîné s'offrit alors à pourvoir à tous les frais de son éducation ecclésiastique, lorsque une passion puissante vint l'arracher à ses préoccupations religieuses et captiver son âme. À 18 ans, Gabriel se laissa dominer et comme possédé par la noble passion de la science. Il entra, pour ainsi dire, dans une sorte de ravissement qui augmentait à chaque instant sa soif de tout connaître. Et de fait, il va cultiver ainsi chaque branche de l'enseignement avec l'amour et l'acharnement d'un spécialiste. On comprendra maintenant que Garcia Moreno ait pu à la fois être un orateur incisif, un poète entraînant, un polémiste vigoureux, un homme d'État incomparable, et aussi un mathématicien et un chimiste sans rival. Un ingénieur français, le docteur Wise, dont il devint l'ami, lui enseigna en ce temps les hautes mathématiques. Donc Gabriel vivait alors comme un reclus au milieu de ses livres, et pour lui, ni fête, ni congé, ni société, ni plaisir d'aucune sorte. À 3 heures du matin, il était debout et à l'œuvre. Alors évidemment, des excès de ce genre vont lui causer quelques traitements douloureux, quelques désordres physiques dont il ne se débarrassera que par quelques traitements rigoureux. Gabriel avait 20 ans. Quelques passions bouillonnèrent aussi dans son cœur, mais il sut à ces sirènes opposer Dieu et la science. Naturellement, avec de tels efforts, il obtint dans tous ses cours des succès hors ligne, et son nom acquit une véritable célébrité dans la ville de Quito. Voilà ses années de jeunesse. Ensuite, l'avocat, 1840-1845. Avant d'aborder des études spéciales, Gabriel dut penser au choix définitif d'un état de vie. Ses sentiments religieux n'avaient subi aucune altération depuis son entrée dans la carrière ecclésiastique, mais son caractère, ses aptitudes, ses pressentiments, les conseils de ses maîtres et de ses amis le poussaient vers un poste plus militant dans l'ordre temporel. Et l'avenir nous montrera que Dieu, en effet, l'avait créé, non pas pour être prêtre, mais pour escorter le prêtre,
l'épée à la main, c'est-à-dire pour être l'évêque du dehors, selon la belle expression de l'empereur Constantin. D'ailleurs, on verra par la suite cette œuvre magnifique qu'il organisa pour le Concordat. Donc ainsi, Garcia Moreno se décide à suivre le cours de droit comme acheminement à la vie publique et comme moyen de satisfaire sa noble passion de la justice. Quand il prit ses inscriptions à l'université de Quito, la faculté de droit enseignait la suprématie absolue de l'État, émancipation de l'Espagne oblige. Avec son esprit investigateur, il comprit vite qu'il y avait là des mystères à élucider et des compétitions à concilier. Toutefois, ne se sentant pas de force à débrouiller des questions si ardues, il fit comme tout le monde. Il accepta les textes officiels, sans se mettre beaucoup en peine de les confronter avec les lois de l'éternelle justice. Et ce qui caractérisa cette période de sa vie, ce fut le développement progressif de l'énergie morale dont il avait déjà donné tant de preuves. Il travailla donc à devenir cet homme de fer, sans broncher, même devant l'écroulement d'un monde. Ses brillants succès, son caractère ouvert, expansif même, dans ses conversations intimes, le faisaient naturellement rechercher la société. Jusque-là, la science l'avait écarté des salons, et s'il y paraissait quelquefois, c'était pour lier conversation plutôt avec les livres étalés sur la table, dont il feuilletait avidement les pages tout en répondant aux interpellations qui lui étaient adressées. Mais vers ce temps, on constata donc qu'il prenait un certain goût aux réunions plus ou moins mondaines. Invité, choyé par tous, il se laissa prendre au charme de ces doux amusements, et il le voyait cependant, il se le reprochait parfois, il se reprochait ses heures perdues, et il prit alors une résolution héroïque. Il se fit raser la tête comme un moine, et il s'enferma chez lui durant 6 semaines sans donner signe de vie. Rien de plus radical ni de plus efficace pour rompre une habitude. Gabriel n'était pas moins intrépide quand il s'agissait de tenir tête à un adversaire, et parfois son énergie dégénérait en audace, quelquefois même en violence. Il voulait arriver à cette sorte d'intrépidité que rien n'émeut, pas même l'imminence d'un péril grave, pas même la subite apparition de la mort. Et comme la nature, en pareil cas, excite dans l'âme des impressions instinctives dont la volonté n'est pas maîtresse, il essayait de se raidir contre ces mouvements indélibérés en se familiarisant avec le danger, et parfois imprudemment. Un exemple, il fit une expédition en 1845 de concert avec le docteur Wise, peut-être la plus aventureuse qu'on ait jamais risquée par amour de la science et qui témoigne bien de son audace. Il s'agissait d'explorer l'intérieur du Pichincha, le volcan dont les éruptions ont fait plusieurs fois de Quito un monceau de ruines. Donc en suivant un chemin plein de détours pour éviter les profonds ravins qui sillonnent les flancs de la montagne, ils arrivèrent, après 2 jours de marche, à une altitude d'environ 4500 mètres, en face du cratère. L'immense cratère du volcan présente 2 orifices semblables à 2 entonnoirs, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Ils descendirent d'abord dans le cratère oriental, chargés de leurs instruments, accompagnés d'un seul Indien qui eût osé les suivre. Puis ils s'enfoncèrent dans le cratère occidental jusqu'à une profondeur de 475 mètres. Ensevelis vivants dans ces abîmes,
Ils y passèrent plusieurs jours, au milieu de 70 soupiraux d'où s'échappait une fumée assez chaude pour brûler et assez épaisse pour asphyxier. Ajoutez à cela l'obscurité des cratères dans lesquels les rayons ne pénètrent que 5 ou 6 heures par jour, les bouches volcaniques qui lancent des colonnes de fumée d'un gouffre de 750 mètres de profondeur, et le sifflement que produisent les gaz en s'échappant des cheminées. Après 4 jours d'exploration, à un moment donné, García Moreno et l'Indien échappèrent à la mort comme par miracle, suite à un coup de tonnerre qui fit s'abattre à 2 mètres de leur tête une quantité d'énormes projectiles. Quelques pas de plus et l'avalanche les emportait au fond du gouffre. Vers 5 heures du soir, trempés par la pluie, brisés de fatigue, couverts de blessures, ils durent passer la nuit au fond du volcan et le lendemain, García Moreno glissa sur le dos sur une dizaine de mètres jusqu'à la rencontre d'une pierre contre laquelle il vint heurter. Enfin, après fatigue et peine inouïe, ils arrivèrent au sommet du volcan. Voilà un exemple de cette audace de García Moreno. Alors, au milieu de ces distractions scientifiques qui le passionnaient et des luttes politiques auxquelles son nom était déjà mêlé, Gabriel avait achevé ses 4 années de droit et il avait commencé son stage au barreau sous la direction du savant jurisconsulte Joaquín Enríquez, qui célèbre en son élève un rare jugement, une constante application à étudier la jurisprudence et son tact exquis du bien et du juste. Toutes choses qui, dit Enríquez, en font un maître distingué dans sa profession, un jurisconsulte éminent à qui l'on peut confier sans crainte le soin de défendre la propriété, l'honneur et la vie de ses semblables. En outre, ses connaissances très étendues en littérature, des vertus rares dont la République a le plus grand besoin, vont amener Gabriel à poursuivre maintenant les travaux et les efforts qu'il a fournis pour le bien général, le progrès et la gloire de l'Équateur. Gabriel García Moreno va exercer peu ses fonctions d'avocat, car les affaires publiques absorbaient déjà son attention et on sait que, ne refusant jamais d'aider tout pauvre qui réclamait son appui, le plus grand nombre de ses clients furent des malheureux dont il se constitua gratuitement le défenseur. Ces plaidoiries se distinguaient par leur clarté, leur concision, la vigueur du raisonnement et la fermeté des conclusions. Jamais il n'eût consenti à plaider une cause mauvaise ou simplement suspecte. La Providence permit une malencontreuse aventure avec l'archevêque de Quito, contre qui il s'opposa pendant plus d'1 an pour une affaire, pour l'obliger à faire de sérieuses études sur le droit ecclésiastique et le virus révolutionnaire dont les législations modernes sont infectées. Et à propos de ce cas où lui, homme de foi, catholique, dut traîner à la barre du pouvoir civil le premier représentant de l'Église dans son pays, il attribuera, comme il le dira plus tard en gémissant, il attribuera cette erreur de sa vie à ce libéralisme antichrétien dont l'enseignement officiel lui avait inoculé le poison. Et il se rattrapera largement étant président de la République. Les événements auxquels il coopérera, et l'étude attentive de l'histoire, sont les 2 grands instruments de Dieu pour amener sa conversion sur ce point. Dans les premiers mois de 1846, il épouse Rosa Ascasubi, une noble dame dont les ancêtres
avait été mêlé aux luttes de l'indépendance. À cette date, il avait déjà comme un pressentiment du rôle important que les circonstances et son amour du bien public allaient lui imposer. Pour bien comprendre ce rôle et juger l'histoire de l'Équateur, il est donc nécessaire ici de jeter un regard rétrospectif sur l'Équateur et ses vicissitudes politiques de 1830 à 1845, c'est-à-dire depuis sa constitution en État indépendant jusqu'à la première révolution à laquelle prit part García Moreno. Et donc c'est l'époque de Flores, 1830-1845. La République d'Équateur naquit du démembrement de la Colombie. Au nom du peuple souverain, les députés des 3 grands départements qui composaient le nouvel État, Quito, Guayaquil et Cuenca, réunis en convention, bâclèrent à la hâte une constitution calquée sur celle de la défunte Colombie. On l'avait vu cela. Mais d'un républicanisme encore plus accentué. Le droit au suffrage à tous les citoyens majeurs en possession de quelques piastres, une chambre unique et souveraine, un président élu pour 4 ans, l'exclusion de tout pouvoir extraordinaire et la naturalisation de tous les étrangers, militaires ou civils. C'étaient les articles fondamentaux de cette charte ultra-libérale. Quant à la présidence, le choix des députés s'arrêta sur le général Flores, une calamité pour le pays. Comme on verra plus tard, d'autres calamités comme le général Urbina. Il était originaire du Venezuela, depuis longtemps chef militaire du pays, un des plus brillants officiers de Bolivar, après le maréchal Sucre, le héros de Tarqui, dont la vaillance avait sauvé l'Équateur d'une invasion péruvienne. Nul ne pouvait lui disputer le premier rang. Élu président par 19 voix sur 20, un décret déclara que Flores avait bien mérité de la patrie. Mais, bien vite, les sujets de division étaient trop nombreux pour ne pas amener des querelles entre le nouveau président et la nouvelle République. L'Équateur se voyait littéralement rongé par la soldatesque étrangère qu'on avait fait la sottise de naturaliser. Mais Flores, considérant cette armée comme sa garde, refusait donc de la réduire et comblait d'honneur ces étrangers au mépris des indigènes. Cette jacquerie militaire menait fatalement le pays à la banqueroute. L'agriculture et le commerce ruinés, le trésor se trouvait à sec, les services de l'État forcément supprimés, c'était pour tous la famine en perspective et la ruine. Flores, lui, il banquetait au milieu de ses joyeux convives. On connaît ça chez nous. Une guerre malheureuse avec la Nouvelle-Grenade, dans laquelle Flores dut battre en retraite, après avoir solennellement promis la victoire, acheva de soulever le peuple contre lui. Le Parti des Patriotes profita de l'incident pour créer des journaux d'opposition et pour manier ces engins d'insurrection. On trouva un homme rompu à ce métier qui s'appelait Rocafuerte, en pleine communion d'idées républicaines avec Bolivar. En 1812, nommé député au Cortés, il quitta Madrid après une violente opposition à Ferdinand VII. On le retrouve en 1820 au Mexique, écrivant des pamphlets contre le catholicisme à propos de tolérance religieuse.
Il donnait des leçons de français, mais sans autre livre pour son enseignement que le contrat social ou l'esprit des lois, ce qui vous situe le bonhomme. Il revint à Guayaquil en 1833, juste à temps pour mener campagne contre Flores. Donc il s'agit de Rocafuerte. Pour y répondre, Flores, malgré la Constitution, se fit investir de la dictature et bannit du territoire les membres les plus influents des clubs patriotiques, notamment Rocafuerte. Les patriotes, furieux, coururent aux armes et à Guayaquil, Rocafuerte fut proclamé chef suprême, pendant qu'à Quito, des bandes d'insurgés s'organisaient sous le nom d'armée libératrice. Flores, pris entre deux feux, tourna d'abord ses armes contre Guayaquil, dont il s'empara sans difficulté, fit saisir Rocafuerte, réfugié sur les vaisseaux du port. Celui-ci pouvait s'attendre à tout, lorsqu'à son grand étonnement, il entendit Flores lui représenter les malheurs d'une guerre civile et donc le conjurer de travailler à la pacification du pays et finalement lui offrir le poste de gouverneur de Guayaquil. L'ambitieux Rocafuerte accepta de grand cœur et l'Équateur se réveilla ayant 2 maîtres au lieu d'un. Et pendant ce coup de théâtre, l'armée libératrice s'était emparée de Quito. Les provinces allaient se déclarer les unes après les autres contre Flores quand celui-ci, revenant de Guayaquil avec ses troupes victorieuses, écrasa les patriotes dans les champs de Minarica. La consternation qui régnait dans le pays était telle que certains députés, fous de désespoir, ne parlaient de rien moins que d'incorporer le pays à la Nouvelle-Grenade pour échapper aux 2 tyrans. De fait, l'Équateur était à leur merci. Son mandat accompli, Flores pesa si bien sur les électeurs que Rocafuerte fut porté au fauteuil présidentiel, tandis que Flores s'adjugeait le gouvernement de Guayaquil. Alors, les patriotes essayèrent quelques soulèvements partiels, mais Rocafuerte, comme son nom l'indique, avait la main ferme. Il exila les uns et il fusilla les autres. Ennemi de la religion, ennemi du clergé, il sécularisa l'université, il travailla de toutes ses forces à laïciser l'école, il essaya d'introduire le protestantisme en Équateur. Cependant, si Rocafuerte avait l'âme d'un sectaire, il était supérieur à Flores comme administrateur. Et c'est ainsi que pendant ces 4 années de gouvernement, il va restaurer les finances, il va maintenir la paix au dehors, et grâce à son implacable sévérité, il va faire régner un semblant d'ordre à l'intérieur. À l'expiration de son pouvoir, Rocafuerte céda la place à Flores et reprit tranquillement son poste à Guayaquil. On croit rêver. Pour regagner le cœur ulcéré des patriotes, Flores fit nommer un vice-président qui leur était sympathique et renonça au droit de bannissement si cher à Rocafuerte. Flores se refit une popularité en rappelant de l'exil quelques victimes de Rocafuerte, puis on put constater très rapidement le même despotisme militaire que durant sa première présidence, le même gaspillage des finances, le même trafic électoral, les mêmes entreprises ruineuses. Et on recommence. Si bien qu'en 1843, l'exaspération étant à son comble, peuple et président résolurent d'en finir par un coup d'État. Et Flores prit les devants. Décidé cette fois
à ne plus céder le fauteuil à son compère, il réglementa les élections de manière à s'assurer dans la future convention une majorité certaine, ce qui excita un cri de rage d'un bout de l'Équateur à l'autre. Flores leur adressa un message sur la nécessité de réformer les institutions existantes, se terminant par une sommation aux députés d'avoir à sauver le pays en fabriquant une de ces constitutions qui rendent les républiques éternelles. La Convention vota tout ce que voulut le maître. Présidence pour 8 ans, Sénat pour 12 ans, Chambre des députés pour 4 ans, président jouissant du droit de veto contre tout projet de loi qui ne réunirait pas les 3/4 des voix. D'où la fureur des patriotes et l'exaltation populaire contre Flores et sa convention. Rocafuerte protesta contre cette constitution qui, selon lui, n'avait pour objectif évidemment que la réélection du général Flores. Il demanda la mise en accusation du président et il partit ensuite pour Lima, d'où il ne cessa de lancer contre Flores de nouvelles et foudroyantes philippiques. Cependant, malgré son indignation, le peuple eût peut-être rongé son frein en silence si la Convention, une fois lancée dans la voie du despotisme, n'eût ajouté à ces violences politiques de véritables attentats contre la religion du pays. Flores n'avait point le tempérament d'un persécuteur, mais en bon libéral de 1789, il nourrissait dans son cœur une secrète hostilité contre la suprématie de l'Église, l'indépendance du clergé et cette unité du culte qui faisait la gloire de l'Amérique espagnole. En outre, il était lié avec les francs-maçons de la Nouvelle-Grenade qui, sous prétexte de bienveillance, avaient tenté quelques années auparavant d'établir des loges à Quito et dans les autres centres importants de l'Équateur. Alors, ignorant le piège caché sous le voile humanitaire, bien des catholiques prirent part à ces conventicules, mais quand les affidés commencèrent à prôner la tolérance religieuse et la liberté des cultes, les loges se vidèrent comme par enchantement. Flores s'était montré fort indifférent à cet échec des maçons. La convention plus hostile se crut assez puissante pour reprendre à ciel ouvert le travail des loges et démanteler à coups de décret la vieille citadelle catholique. Avec de grands airs d'orthodoxie, les députés glissèrent dans la Constitution un article stipulant que la religion de l'État et la religion catholique, apostolique et romaine, à l'exclusion de tout autre culte public. Vous voyez la feinte ici. Il y a une feinte. On ouvrait la porte ainsi aux juifs et aux protestants, qui formeraient d'abord des réunions privées sous prétexte que le culte public était interdit, sauf à demander, après le recrutement d'un certain nombre d'adeptes, l'autorisation d'ériger un temple ou une synagogue, autorisation qu'on ne pourrait plus leur refuser. Et ainsi s'implanter dans un pays où n'existait pas un seul dissident, le germe des divisions et des haines religieuses. Bientôt, ces conventionnels, si pressés d'apporter au faux culte des licences que personne ne réclamait, ils affichèrent leur intolérance envers le clergé catholique en excluant tous ses membres de la représentation nationale. Ouvertes aux fonctionnaires de tout ordre, les chambres étaient fermées aux prêtres et aux évêques qui étaient traités en véritables parias.
Le gouvernement allait apprendre à ses dépens qu'on ne violente pas impunément la conscience d'un peuple dont la foi, pure du venin libéral, n'est point paralysée par cette fatale léthargie qu'on appelle l'indifférence. Le peuple entier répondit donc par une solennelle protestation contre la Constitution. Des sociétés patriotiques se formèrent dans les grandes cités pour organiser la résistance. Et là, on commence à trouver García Moreno, qui se trouve parmi les groupes des jeunes gens aptes au coup de main. Il avait 23 ans à cette époque, achevant son cours de droit. Depuis quelques années, il faisait partie d'un cercle littéraire composé de jeunes gens de talent et d'avenir, des docteurs Carvajal, Nicolas Martinez, etc., qui devinrent plus tard ses collaborateurs dans la grande œuvre de restauration sociale. Naturellement, à leur tête, il commentera, avec sa véhémence ordinaire, des articles de La Lanterne magique, publication incendiaire qui, tous les jours, jetait du feu et des flammes contre le général Flores et ses partisans. Ainsi transformé par son influence en club d'opposition politique, la Société philanthropique littéraire, qui était le nom du cercle des jeunes gens, ne tarda pas à porter ombrage au pouvoir. La résistance s'ouvrit par une protestation du clergé contre la situation que faisaient à l'Église les décrets de la Convention. Au nom de la religion catholique, au nom de la dignité de ses ministres, on réclamait à la fois l'abrogation de l'article relatif à la tolérance des cultes et l'éligibilité pour le prêtre comme pour tout autre citoyen. La Convention répondit par une fin de non-recevoir dans une déclaration qui déchaîna une tempête dans tout le pays. Des bandes parcoururent les rues en criant « Vive la religion, à bas la Constitution !» Et au lieu de se rendre aux vœux de la nation, le gouvernement mit au jour un oukase présidentiel enjoignant à tous les fonctionnaires, civils, militaires, ecclésiastiques, de prêter serment à la Constitution maudite. La masse du clergé résista. Évêques, docteurs en théologie, professeurs, curés déclarèrent le serment illicite et les décrets attentatoires aux droits imprescriptibles de l'Église, ce qui exaspéra les membres de la Constitution, de la Convention. Alors, pour avoir raison des réfractaires ecclésiastiques et civils, ils les condamnèrent à la privation de leurs droits politiques, emplois ou bénéfices, et même à l'expulsion s'ils devenaient une cause de trouble à l'ordre public. C'est bien connu, cela, cette clause. C'était donc la persécution de 93, moins l'échafaud. C'était aussi la guerre civile. Aussi, dès que l'édit de prescription fut connu, le peuple se souleva en masse dans toutes les provinces, prélude d'une insurrection générale. Alors, pour lutter avec avantage contre les bataillons aguerris de Flores, il fallait trouver des chefs, de l'argent et des armes. Et les sociétés patriotiques se mirent à l'œuvre avec ardeur, s'efforçant par tous les moyens possibles de se ménager des intelligences dans les places fortes, et de se procurer des engins de guerre. On apprit un jour, par exemple, que le président Flores devait expédier une certaine quantité de fusils au gouverneur du Napo. Donc des troupes d'Indiens étaient chargées d'exécuter ces transports. Et García Moreno, suivi d'une escouade de jeunes patriotes, s'embusqua dans les montagnes, attendant la caravane et son chargement. Bientôt, il vit arriver les naïfs indigènes qui firent halte pour prendre leur repas
non loin de l'endroit où il était caché. Garcia Moreno s'approcha du groupe avec quelques-uns de ses compagnons, se mit à raconter des histoires jusqu'au moment où, sous l'influence de la fatigue et aussi de la chicha, qui est la bière du pays, ses auditeurs s'endormirent d'un profond sommeil. À leur réveil, ils furent tout étonnés de ne trouver ni leur joyeux narrateur, ni leur cargaison de fusils. Garcia Moreno les avait donc mis en lieu sûr. La révolution éclata donc à Guayaquil le 6 mars 1845 sous la direction du général Elizalde. Une partie de la garnison essaya de résister, mais la capitulation finit par être obtenue. Ce coup de main mit à la disposition des patriotes les troupes de la place, l'arsenal et les embarcations de guerre. Aussitôt, tous les pères de famille, réunis en conseil, cassèrent les actes de la Convention et prononcèrent la déchéance du président. Un gouvernement provisoire, composé de personnages éminents comme Olmedo, Roca et Noboa, se chargea du pouvoir exécutif et fit un appel au peuple en vue de la lutte qui allait s'engager. À la nouvelle de cette insurrection, Flores dirigea vers Guayaquil un corps d'armée qu'il fit camper dans son hacienda d'Elvira, et de là, il expédia au gouvernement provisoire un projet d'arrangement. Mais on lui signifia que le seul moyen pour lui de mettre fin à la guerre civile était de quitter le pays. Il se décida donc à fortifier son hacienda d'Elvira, où 2 assauts infructueux et sanglants lui furent livrés. La révolution s'était déjà propagée dans tout l'Équateur. Les patriotes de Quito, enrôlés sous la bannière de José María Guerrero, soulevaient les provinces du Nord. Garcia Moreno était du nombre de ces volontaires qui, après avoir battu les troupes du gouvernement à plusieurs reprises, forcèrent le pouvoir exécutif à quitter la capitale. Flores prit alors le parti de capituler. Après 2 mois de guerre, le 17 juin 1845, le gouvernement provisoire conclut avec le général Flores le traité de la Virginia. Il fut arrêté que le gouvernement convoquerait immédiatement une nouvelle convention et que l'ex-président passerait 2 ans en pays étranger afin qu'en son absence, on pût travailler librement à la réforme des institutions. Et c'est ainsi que Flores partit le 24 juin. Garcia Moreno avait été l'un des principaux acteurs dans ce drame national. Frappé de l'ascendant qu'il exerçait sur tous, le gouvernement ne craignit point, après la victoire, de lui confier une mission bien délicate pour un jeune homme de 24 ans. Comme il fallait, avant de les licencier, payer aux volontaires l'arriéré de leur solde et que le trésor était à sec, on eut recours à un impôt extraordinaire. Les contribuables refusèrent de payer. Et le gouvernement chargea alors Garcia Moreno du recouvrement de cette taxe. Et il sut désarmer toutes les oppositions. Ensuite vient un chapitre qui s'appelle « Le fouet ». Ça peut vous donner des idées pour des bulletins futurs peut-être. Le fouet, 1846-1847. Après 15 ans d'agitation et d'exaction, avec l'heureuse issue de la révolution du 6 mars 1845 et le départ pour l'Europe du général Flores, la jeune République allait enfin respirer librement sous un pouvoir réparateur. Mais l'expérience apprendra aux patriotes, déjà pleins de généreuses illusions, que si l'on change souvent de gouvernant
depuis 1789, on ne change presque jamais de gouvernement. Et donc, après avoir élaboré une nouvelle constitution, la Convention s'occupa de pourvoir au remplacement de l'ex-président. Alors, deux candidats se trouvaient en présence. Un poète qui s'appelait Olmedo et un commerçant qui s'appelait Roca, qui s'était distingué par une très grande animosité contre Flores. Les deux candidats étaient très opposés. Bon nombre de conservateurs n'étaient pas loin de donner leur suffrage à Roca. Les jeunes gens, au contraire, les patriotes, les lettrés, pleins de mépris pour ce politique terre-à-terre et mulâtre, enrichi par la contrebande, appelaient de tous leurs vœux au pouvoir Olmedo. Entre ce génie et cet homme vulgaire, la Convention, pensait-il, ne pouvait hésiter un instant. Les députés, au contraire, se partagèrent en deux camps opposés, et en vain, pendant 4 ou 5 jours, on multiplia les scrutins. Aucun des deux candidats n'obtenait la majorité requise par la loi. Et tout d'un coup, on apprit que le député Vallejo était passé du camp d'Olmedo dans celui de Roca et détermina par son vote l'élection de Roca. Rocafuerte protesta de toutes ses forces contre cette élection qu'il supposait entachée de vénalité. Un sentiment d'indignation éclata dans le public. La nomination par le gouvernement de certains députés de la majorité à des emplois honorables ou lucratifs fit conclure qu'eux aussi avaient vendu leur vote. Et García Moreno, que la moindre apparence d'injustice ou de corruption faisait bondir, n'écoutant que sa colère, lança au mois d'avril 1846, 4 mois après l'élection, un journal humoristique, Le Fouet, où chaque semaine il y cinglait ce qu'il appelait les vendus. Dans ces satires mordantes, on pouvait y voir le talent du justicier, ennemi déclaré de la vénalité et de la corruption. La lecture de ces articles provoqua la rage des gouvernants, livrés chaque semaine aux risées et aux colères du public. Il avait pris à tâche de flageller l'abjecte race des budgétivores, de ces vampires qui s'attachent au flanc des peuples sous prétexte de les représenter ou de gérer leurs intérêts, et qui n'avaient d'autre souci que d'accaparer les emplois, tripoter à la bourse, lancer des spéculations véreuses, en un mot, profiter de leur mandat pour se gorger d'or et d'argent aux dépens de ses mandataires. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Le pouvoir prit alors l'offensive et menaça de poursuite le publiciste frondeur. On incrimina le titre du journal, ses tendances anarchiques et son opposition systématique. On l'accusa d'immoralité, on lui reprocha sa couardise, etc. Et la lutte acharnée, qui dura 3 mois, acheva de déconsidérer Roca. Et après cette polémique, on fit le vide autour de lui. Le mécontentement allait croissant, la crise tournait à l'aigu, quand une échauffourée du général Flores arriva fort à propos pour rendre au président une nouvelle popularité et fournir à García Moreno l'occasion d'entreprendre une campagne vraiment patriotique. Le Vengeur, 1847-1849. Il conçut d'équiper en Europe, Flores, exilé, en voulait à la République de l'avoir chassé, de ne pas avoir respecté le traité de la Virginia. Alors, il conçut d'équiper en Europe une flottille et de reconquérir, avec quelques milliers de mercenaires, le pouvoir. C'était fin 1846. Après une grande revue, dont la reine Christine lui fit les honneurs,
elle accepta de coopérer à l'aventureuse expédition. Il fut convenu qu'elle ouvrirait un crédit de 10 millions pour armer une flotte et recruter un corps de volontaires, à condition que Flores acceptât pour chef de l'Équateur un prince espagnol dont il serait le premier ministre et protecteur. Les préparatifs de l'invasion furent tenus secrets, il y eut des fuites et Roca en fut averti. La presse même annonça que Flores avait acquis 4 vaisseaux de guerre et qu'il ferait bientôt voile vers Guayaquil. Donc ces nouvelles vont mettre à feu l'Équateur et toute l'Amérique méridionale. De plus, en Équateur, il ne manquait pas d'hommes pour désirer le retour de leur ancien patron. García Moreno comprit alors, c'est là qu'on voit l'homme politique juste et qui comprit que la patrie était en danger. Et donc, il comprit qu'il fallait agir promptement. La première chose à faire était de sacrifier tout ressentiment, et il en avait beaucoup contre Roca, de cesser toute opposition, de prêter main forte au gouvernement dans une question où il s'agissait de l'existence même de la patrie. Il offrit donc généreusement ses services au président Roca, et grâce à l'influence qu'il exerçait sur ses amis politiques, on ajourna toute récrimination. Il s'agit d'ajourner seulement toute récrimination pour aviser uniquement au salut de la patrie. Comme il était impossible de résister à une invasion étrangère sans organiser un soulèvement général, une croisade patriotique, García Moreno créa un nouveau journal, Le Vengeur, dont le programme fut un vrai coup de tocsin. Il voulait par ce journal, je cite, « réveiller le peuple de son sommeil, le préparer à vaincre ou mourir, réveiller par ses accents patriotiques tous les cœurs que la servitude n'avait point flétris, défendre notre indépendance contre les ennemis de l'intérieur et du dehors, montrer aux républiques américaines qu'elles devraient se confédérer pour sauver leur existence et l'honneur national. » Et le premier article signalait le danger qui préoccupait surtout García Moreno, les ennemis de l'intérieur, ceux qu'il appelait les janissaires du tyran. Si nous voulons nous défendre, il faut attaquer d'abord ces satellites de l'envahisseur qui en ce moment ruinent l'ordre public, provoquent l'abandon des emplois, spéculent pour tout oser sur la vénalité des juges. La Constitution pour le peuple et non le peuple pour la Constitution. La médecine pour le malade et non le malade pour la médecine. Voilà ma devise. Quel imbécile aimerait mieux mourir que violer les ordonnances de nos modernes Hippocrates? Le premier objet d'une Constitution, c'est sans contredit de sauvegarder la nationalité, je veux dire l'existence d'un peuple. Donc la Constitution cesse d'exister quand elle devient impuissante à sauver la nation. Dans la composition de l'armée qu'il voulait opposer à Flores, le gouvernement, aveugle et indécis, obéissant à des considérations de convenance, d'amitié, nommait aux différents commandements des chefs plus ou moins dévoués à l'ex-président. García Moreno dénonça cette fausse manœuvre comme une imprudence et une trahison. Et il suscita à l'envahisseur des adversaires dans toutes les républiques américaines et s'efforçait même d'intéresser les cours de l'Europe à la cause de l'Équateur. Et il lança un projet de coalition. Il proposa le rappel du représentant de l'Équateur à Madrid, proposa de fermer les ports aux vaisseaux espagnols et de pousser les États d'Amérique à prendre des résolutions semblables. Voilà ce qu'il dit, ce sera le châtiment de la déloyauté castillane
et le dernier coup porté au commerce de la péninsule. Et cet appel fut entendu. Les États du Pacifique s'unirent à l'Équateur pour repousser l'ennemi commun. Le Pérou arma des vaisseaux pour défendre ses ports. Le gouvernement chilien proposa aux chambres de suspendre toute relation commerciale avec l'Espagne et de négocier une alliance offensive et défensive avec l'Équateur. Et puis le président de la Nouvelle-Grenade, Thomas Mosquera, adressa au peuple une proclamation énergique dans laquelle il déclara marcher avec les peuples du Pacifique contre les sacrilèges profanateurs du sol américain. Et cette ligue se montrait d'autant plus belliqueuse qu'au printemps de 1847, les nouvelles se firent plus alarmantes. Cette levée patriotique de tous les peuples du continent sud-américain força les diplomates européens à se préoccuper d'une expédition réprouvée par le droit des gens, d'autant plus que le Vengeur excitait les républiques confédérées à fermer leurs portes non seulement à l'Espagne, mais à tous les pays où Flores avait recruté ses vaisseaux et ses soldats. Bien que malade à cette période, García Moreno n'hésita pas devant cette redoutable mission et l'Angleterre se sentit atteinte dans ses intérêts et dès lors l'expédition fut très compromise, au point que ce gouvernement mit l'embargo sur la flottille expéditionnaire et Flores obligé de licencier ses Irlandais et ses Espagnols dut ajourner son entreprise. García Moreno avait touché la corde sensible et ce fut l'allégresse dans toute l'Amérique. Mais García Moreno prétendait que cet insuccès ne découragerait ni Flores ni ses partisans. Il conseilla donc au gouvernement de surveiller plus que jamais les janissaires. Et il écrivit dans Le Vengeur : « Si le gouvernement veut annihiler les forces de Flores à l'étranger, qu'il commence par détruire son armée de l'intérieur. » Et l'événement va lui donner raison. L'année n'était pas écoulée qu'on découvrit à Guayaquil un complot ourdi par les partisans de Flores, qu'on appelait les Floreanos, pour renverser le gouvernement au profit de leur maître, leur ancien maître. Le pronunciamento, c'est-à-dire le soulèvement, allait donc éclater quand les principaux conjurés, dont les mesures avaient été mal combinées, furent saisis et jetés en prison. Et en présence des partis violemment surexcités, le gouverneur écrivit à Roca qu'il ne répondait plus de l'ordre. Alors, comprenant la gravité de la situation, le président fit appeler García Moreno et le chargea, sous sa responsabilité, de pacifier Guayaquil, livré aux fureurs de l'anarchie. Et c'est vrai qu'à cette époque, García Moreno était malade, mais il n'hésita pas devant cette redoutable mission et partit ainsi à marche forcée vers Guayaquil. Et c'est ainsi qu'il n'eut qu'à paraître au milieu des insurgés furibonds et des soldats en délire pour imposer à tous le respect de la loi. Froid comme le marbre, il dicta ses ordres d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Et en 8 jours, l'ordre était rétabli, le sort des prisonniers assuré, la conspiration anéantie. Le pacificateur revint à Quito, trop heureux d'avoir rendu service au pays, et aussi trop désintéressé pour accepter la rémunération qu'on voulait lui offrir sous forme de solde, d'indemnité ou de récompense civique. Une autre raison pour laquelle il ne voulut rien recevoir du gouvernement de Roca, c'est qu'après l'avoir servi 6 mois par amour du bien public, il prévoyait très bien que ce même amour le forcerait derechef à le combattre.
En effet, García Moreno ne pouvait sympathiser avec cette bande d'agioteurs pour qui l'exercice du pouvoir n'était qu'un commerce un peu plus lucratif que les autres. L'équipée de Flores avait troublé leur digestion pendant quelques mois, mais Flores n'était plus à craindre. Afin d'effacer tout souvenir important, le Congrès de 1847 vota un acte d'amnistie. Tous s'embrassèrent comme des frères en libéralisme, ministériel et floréanos. García Moreno reprit alors son fouet, avec des coups plus terribles et une forme plus sarcastique et plus acérée que jamais. Il appelle son nouveau journal El Diablo, le diable, et il explique ce choix. Je ne suis ni employé, ni quêteur d'emploi, comme tant d'autres diables de ma connaissance, ni militaire comme tant de charlatans qui se vantent à tout propos de bons coups qu'ils ont donnés. Je ne suis pas ministériel, n'ayant jamais voulu me vendre, ni janissaire parce que le crime me répugne. Ami loyal d'un peuple infortuné qui n'a sur la terre d'autres défenseurs que le diable, je viens combattre ceux qui le martyrisent et dissiper les flots de poussière dont on obscurcit l'air pour couvrir l'arrivée des bandits de Flores. En plus, c'est bien écrit. Pour justifier l'amnistie, le Congrès avait fait appel aux grands principes d'humanité et de justice. Et García Moreno se moque d'une telle attitude. L'apparition d'El Diablo trouble quand même la douce quiétude de Roca, de ses ministres, de ses fonctionnaires, sans déranger toutefois leurs opérations de finance. Et jusqu'à l'expiration de leur mandat, ils continuèrent d'exploiter l'Équateur, dévalisant les contribuables, déportant les mécontents. Comment? Ah, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié un tout petit passage. Donc, jusqu'à l'expiration de leur mandat, ils vont continuer d'exploiter l'Équateur, dévalisant les contribuables, déportant les mécontents, pendant que Flores parcourait l'Amérique à la recherche d'un gouvernement qui voulait bien épouser sa querelle. J'en arrive, pour finir, à la défense des Jésuites. 1850-1851. Dans 10 ans, on arrivera à sa première présidence. Patience. Durant les 20 premières années de son existence, l'Équateur avait vécu sous la domination du libéralisme prétendument conservateur. Flores, Rocafuerte, Roca, voilà 3 types de faux conservateurs, de libéraux, qui n'avaient pas la moindre idée des droits de l'Église, ni même des principes naturels qui régissent les sociétés. 3 incapables. Leur libéralisme consistait à vanter le peuple souverain et leur conservatisme, à se maintenir au pouvoir envers et contre tous. Ce libéralisme est surtout à craindre parce qu'il porte dans ses flancs un fils plus repoussant que lui, le radicalisme. À force d'être exploité, pressuré, le peuple se demande un jour pourquoi lui, souverain, ne mènerait pas un train de mauvais rois comme les mandateurs éhontés qui vivent à ses dépens. Des orateurs de clubs, des barbouilleurs de journaux lui répètent tous les jours à ce peuple, comme aujourd'hui, que pour arriver à ce progrès social, il suffit de modifier tant soit peu l'Église, la famille, la propriété. 3 moyens d'oppression inventés par les tyrans. Dixit France Info. La multitude imbécile confie à ces tribuns le mandat d'opérer les destructions nécessaires et les radicaux succèdent ainsi très naturellement et très légalement aux libéraux, leurs pères. L'Équateur était mûr pour cette ignominie. Les hommes de valeur avaient disparu de la scène
Et c'est alors qu'apparaît quelqu'un dont on va beaucoup parler, un intrigant, le général Urbina. Il va profiter de ce moment d'atonie pour arborer le drapeau du radicalisme et livrer l'Équateur à ses séides. Qui est donc Urbina? À 18 ans, simple enseigne de vaisseau, on le rencontre dans les antichambres de Flores, qu'il honorait de ses bonnes grâces, de son intimité. Les services qu'il lui rendit lui valurent bientôt le grade de colonel. Il y en a comme ça qui ont gagné le titre de général très facilement. On le retrouve en 1837 à Bogota comme chargé d'affaires. Et dans ce nid franc-maçon, il va se lier tout naturellement avec les meneurs de la Révolution. Ennemi acharné des institutions religieuses, fougueux partisan des idées anarchiques, on le voyait au milieu des frères, des amis, insulter sans vergogne le général Flores, pourtant son bienfaiteur, complotant contre le gouvernement qu'il accréditait. Rocafuerte l'exila pour cause de rébellion, mais en remontant au fauteuil, Flores lui donna le gouvernement de la province de Manabí. Et en guise de remerciement, Urbina souleva les casernes au profit de la Révolution du 6 mars 1845, et il s'en vint de manière alerte prêter main forte aux assaillants de l'Elvira, ce qui lui valut le grade de général. Vous voyez, comme traître, on ne fait pas mieux. Nommé gouverneur de Guayaquil par Roca, il fit rage contre Flores et les Floreanos. Mais dès lors, la deuxième place ne lui suffisant pas à son ambition, il crut facile d'arriver à la présidence. Cependant, en octobre 1849, à l'expiration des pouvoirs de Roca, pour ne pas se démasquer prématurément, il soutint de toute son influence la candidature de Diego Noboa, vieux conservateur sans portée politique, dont il se proposait tout simplement d'exploiter la simplicité et l'âge. Homme intègre, ardent patriote, économe des deniers publics, Noboa était de plus beau-frère de García Moreno. Ce dénouement imprévu, ne faisant pas l'affaire d'Urbina, à son instigation, le 20 février 1850, la garnison de Guayaquil fit un pronunciamento contre Ascasubi, Noboa, et proclama chef suprême l'ambitieux gouverneur qui, cédant aux protestations indignées de la population tout entière, remit en avant son homme de paille Noboa. Acclamé le 20 mars par la même garnison de Guayaquil, le bon vieillard accepta le patronage d'Urbina, qui l'entoura de ses soins les plus affectueux et convoqua une convention à l'effet de transformer son élu en président définitif. García Moreno n'avait pas assisté à ces faits, parce que, à l'époque, fatigué des luttes politiques, il avait quitté l'Équateur fin 1849 et il faisait voile vers l'Europe, non sans prévoir les nouvelles crises dont son pays allait être victime. Et en passant par Guayaquil, il comprit qu'une révolution était proche et il avertit son beau-frère des précautions à prendre contre les mesures d'Urbina. Après 6 mois passés dans la vieille Europe, García Moreno reprit la mer, de plus en plus convaincu que Jésus-Christ est l'unique sauveur des peuples et qu'un État sans religion est irrémédiablement voué au sabre d'un autocrate ou au poignard des anarchistes. De retour à Panama, il fit une rencontre qui, malgré les bonnes résolutions, le rejeta immédiatement dans la lutte. Et au moment de s'embarquer pour Guayaquil, il rencontra un certain nombre de jésuites en partance pour l'Angleterre. Mais je vous réserve la suite pour la prochaine fois, parce que sinon ce serait trop long.
Je vous remercie de votre attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.